a parlé sans détour de son passage au palais de Buckingham. Comparé à d'autres, le prince Andrew était plus exigeant et plus difficile, alors que les initiatives se faisaient plus prudentes et que les discussions se raréfiaient. Les initiés affirment que le prince Andrew a reçu à huis clos un avertissement discret susceptible de modifier son rôle futur. Si une tendance plus profonde peut être difficile à discerner, certains mettent en avant les plaintes croissantes du personnel, tandis que d'autres soulignent les tensions financières grandissantes. Les couloirs étaient envahis par le silence et une frustration palpable tandis que le malaise se propageait rapidement. Que se passe-t-il lorsque la patience finit par s'épuiser? Tout allait changer à la suite de ce qui allait suivre. Les actions d'Andrew vont-elles enfin changer à la suite de cet avertissement ou l'histoire est-elle en train de se répéter? Pour découvrir la suite, faites-nous part de vos commentaires et abonnez-vous. À huis clos, une ligne a été tracée en silence. Il n'y avait ni caméra, ni gros titres, ni reconnaissance officielle. Et cela s'est passé loin des regards du public. Aucun briefing n'a été donné, aucune annonce n'a été rendue publique et rien n'indiquait clairement qu'un événement notable s'était produit. Mais dans l'environnement calme et contrôlé du domaine de Sandringham, il s'est passé quelque chose de bien plus significatif que n'importe quelle annonce publique aurait pu l'être. Selon certaines informations, le prince Andrew aurait reçu un message clair, déterminé et inévitable à huis clos. Les personnes au courant de la situation ne l'ont pas qualifié de simple mise en garde ou de conversation banale. Au contraire, cela a été perçu comme quelque chose de bien plus précis. Une limite claire avait été atteinte comme le montrait le changement de ton. Un nouveau degré de gravité était désormais appliqué à ce qui avait auparavant été traité avec discrétion ou ignoré. La manière dont le message a été transmis était claire. Il n'était pas destiné à être adouci et ne prêtait pas à interprétation. Il comportait des implications qui étaient censées être claires dès le départ. Fondamentalement, le problème dépassait le cadre de sa situation de vie ou des détails de son logement. Ces questions n'étaient pas au centre des préoccupations même si elles s'inscrivaient dans un contexte plus large. Son comportement au quotidien, en particulier dans ses interactions avec les employés, était également source d'inquiétude. Bien que cela n'ait jamais été explicitement mentionné en public, il était généralement admis que c'était là le cœur du débat. Cela n'avait rien à voir avec un incident ou une plainte isolée. Il s'agissait plutôt d'un schéma observé sur une longue période qui s'était progressivement amplifié jusqu'à ne plus pouvoir être ignoré. La nature des implications sous-entendues donnait beaucoup plus de poids à l'événement. Des indications explicites laissaient entendre que de nouvelles restrictions en matière de confort ou de privilèges pourraient être imposées si les attentes n'étaient pas satisfaites. L'idée d'emménager dans un logement plus modeste n'était pas présentée comme une perspective lointaine ou improbable. Cela était présenté comme une mesure concrète qui pourrait être prise si la situation persistait. Cela a créé une nouvelle tension à la fois symbolique de sa situation actuelle et concrète dans ses effets. Le changement était immédiatement perceptible pour son entourage immédiat. L'atmosphère est devenue plus prudente et plus contrôlée. Chaque rencontre semblait avoir plus de sens qu'auparavant et la prise de conscience s'était accrue. Les réactions semblaient plus réservées et les conversations plus calculées. Il y avait une prise de conscience que quelque chose avait changé, même en l'absence de mots, qu'une ligne avait été tracée avec une clarté jamais vue auparavant. Cependant, il subsistait un certain degré d'ambiguïté malgré la fermeté du moment. Il n'était pas clair si cela entraînerait un changement significatif de comportement ou s'il s'agirait simplement d'un autre exemple d'une tendance plus longue observée au fil du temps. À l'instant où l'avertissement a été donné, quelque chose a changé. Chaque geste semblait être observé avec plus d'attention qu'auparavant, les conversations sont devenues plus tendues et le silence plus pesant. Mais cette nouvelle tension est-elle le signe d'un véritable changement ou n'est-ce que le début d'un autre cycle déjà observé et qui se répète subtilement, restez à l'affût, un changement qui allait au-delà de la simple distance. Aucune annonce officielle n'a marqué l'importance de ce développement qui s'est déroulé discrètement et sans fanfare. Il n'a pas été présenté comme une période de bouleversement ni comme un tournant significatif. Cependant, quelque chose avait manifestement changé sous cette apparence sereine. Le changement qui s'ensuivit ne fut ni brusque ni présenté comme un événement spectaculaire. À première vue, cela semblait être une décision censée déménager d'une maison à l'autre au sein du domaine de Sandringham. Cependant, pour ceux qui prêtaient attention, cela revêtait une importance qui allait bien au-delà de la commodité ou de la distance. Royal Lodge n'était plus la résidence du prince Andrew. Il avait en effet été envoyé à Marsh Farm, une propriété bien plus petite et discrète située sur le même domaine. Il était facile de constater à quel point ces deux demeures étaient différentes l'une de l'autre. La grandeur, l'isolement et un certain prestige ont toujours été associés à Royal Lodge. En revanche, Marsh Farm symbolisait quelque chose de plus modeste, restreint et confiné. Ce qui semblait être une simple formalité a rapidement révélé toute sa complexité.
Marsh Farm a nécessité de nombreux travaux préparatoires avant de pouvoir être jugé habitable. Des rapports détaillaient une procédure comprenant le recablage de certaines parties de la propriété, la réparation de problèmes structurels et même la manipulation de produits chimiques devant être traités avec précaution en raison de risques potentiels pour la sécurité. Il ne s'agissait pas simplement d'une rénovation ou d'un rafraîchissement cosmétique. Cette entreprise méticuleuse et chronophage a nécessité une planification, une organisation et des ressources considérables. Le déménagement ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu même une fois ces travaux terminés. Le calendrier a été prolongé par des retards et des demandes supplémentaires qui semblaient faire déborder la procédure de ses paramètres initiaux. Au lieu de cela, ce qui aurait dû marquer la fin d'un déménagement s'est transformé en un nouveau point central. Le déménagement a commencé à attirer l'attention en raison de ce qu'il semblait symboliser au sein de la structure interne de la maison royale, plutôt que pour des raisons évidentes pour le grand public. Le déménagement était perçu différemment par les personnes qui faisaient partie de cette structure. Il ne s'agissait pas simplement de fournir un nouveau lieu de vie. Cela représentait un changement de perspective plus général cohérent avec les évolutions qui s'étaient produites au fil du temps. La taille de la nouvelle demeure, la minutie avec laquelle elle avait été préparée et les circonstances entourant le déménagement suggéraient tout quelque chose de plus intentionnel. Cela impliquait une modification délibérée, une réduction de la superficie ayant une signification à la fois utilitaire et symbolique. La tension qui avait déjà commencé à monter s'en trouva encore alourdie. L'avertissement précédent donné d'un ton sévère et en privé n'était pas suffisant en soi. Le même message était désormais renforcé par un changement des conditions de vie. Il redéfinissait les attentes. Les limites devenaient plus nettes. Les personnes les plus proches du sujet pouvaient voir que les choses avaient changé, même en l'absence de reconnaissance publique. Ce moment était particulièrement remarquable car il s'est déroulé en silence. Aucun conflit n'était apparent et le public n'a reçu aucune réponse officielle. Tout semblait maîtrisé, mesuré et serein. Sous cette façade contrôlée cependant, les implications prenaient de l'ampleur et devenaient plus difficiles à ignorer à chaque nouvelle révélation. Sans la moindre déclaration publique, une tendance plus profonde commence à se dessiner alors que les limites changent à huis clos et que les attentes se resserrent subtilement. Mais pourquoi la pression semble-t-elle plus intense qu'auparavant si rien n'est dit publiquement? Et sous ce silence contrôlé, que se passe-t-il exactement? Continuez à observer. Des demandes qui ont commencé à soulever des questions. Le sentiment de transition n'apportait pas la tranquillité à laquelle on aurait pu s'attendre alors que l'emménagement à Marsh Farm commençait à se stabiliser. Au contraire, cela ouvrait la voie à une nouvelle phase d'examen silencieux. Des travaux de structure, au dernier préparatif le déménagement, avaient déjà nécessité une quantité importante de planification et de travail, mais l'attention ne faiblissait pas. Elle s'est déplacée. L'attention s'est déplacée du déménagement proprement dit vers les décisions qui ont suivi lesquelles ont commencé à susciter de plus en plus d'intérêt au sein de la maisonnée. Ce sont les demandes qui ne cessaient d'être formulées qui ont caractérisé cette phase. Elles ne portaient pas sur le confort ou les besoins de base. Au contraire, elles mentionnaient des détails qui laissaient entendre un désir de conserver certains aspects de l'ancien mode de vie. Le choix d'emporter les rideaux de Royal Lodge et de les faire modifier méticuleusement pour les adapter aux proportions de la nouvelle demeure fut l'un des exemples les plus discutés. Cela aurait pu sembler être un choix personnel en soi. Cependant, cela a nécessité un effort supplémentaire, un surcoût et une modification minutieuse au sein d'une propriété dont l'espace était déjà plus restreint. De plus, un certain nombre d'œuvres d'art ont été déplacées. Il ne s'agissait pas de petites pièces. Selon certaines informations, plusieurs d'entre elles étaient imposantes et ne s'adaptent pas parfaitement aux proportions ou à la disposition de Marsh Farm. Leur déplacement n'a pas été une mince affaire. Il a fallu faire appel à Gander & White, une entreprise spécialisée réputée pour la gestion d'objets précieux et fragiles. Selon les rapports, cette opération qui a mobilisé une équipe de professionnels a coûté environ 15 000 livres. Ce chiffre a lui-même fait l'objet de discussions en raison de ce qu'il représentait dans un contexte plus large, plutôt que simplement en raison de son importance. Chacune de ces décisions pouvait se justifier lorsqu'on l'examinait séparément. Elles reflétaient des préférences individuelles, une cohérence et un besoin de confort dans un environnement inconnu. Mais considérées dans leur ensemble, elles ont commencé à former une tendance qu'il était plus difficile d'ignorer. Ces choix se distinguaient par leur ténacité. Cela impliquait que les changements ne se limitaient pas à une simple acclimatation à un nouvel environnement. Ils consistaient plutôt à le modifier pour le conformer aux normes antérieures, même lorsqu'il était évident que la situation générale avait changé. À ce stade, le scénario a commencé à se rattacher plus clairement à la tension sous-jacente qui s'était développée. À la suite du changement de position du prince Andrew, le roi Charles III avait accepté d'offrir une aide financière privée. Même si ce soutien était substantiel, il était généralement reconnu comme ayant des limites. Il est devenu plus évident que ces restrictions
n'étaient pas seulement hypothétiques à mesure que des informations sur les coûts récurrents faisaient surface. Des signes indiquaient que les gens s'inquiétaient de plus en plus des dépenses récurrentes associées à ces demandes supplémentaires. Les discours officiels ou les déclarations publiques ne reflétaient pas le mécontentement qui s'ensuivait. Celui-ci continuait d'exister en arrière-plan communiqué par des observations et des sources discrètes. Elle reposait sur une série de décisions prises au fil du temps plutôt que sur une seule. L'idée que les attentes ne s'étaient pas complètement adaptées à la nouvelle réalité était renforcée par chaque demande qui ajoutait une couche supplémentaire. Même les plus petits détails commençaient à prendre de l'importance dans ce contexte. Des actions qui étaient auparavant passées inaperçues étaient désormais examinées de plus près. Le ton avait déjà changé à la suite de l'avertissement préalable donnant l'impression que les limites étaient clarifiées. Ce changement n'a fait que se renforcer avec ce qui a suivi. Il ne s'agissait plus d'un simple déménagement ou d'un changement de domicile. Cela s'était transformé en un reflet des priorités des comportements et de la manière dont ces décisions étaient comprises dans un cadre qui n'était plus aussi adaptable qu'auparavant. À mesure que des faits subtils commencent à prendre une importance inattendue, un schéma plus profond se dessine qui ne disparaîtra pas malgré les mises en garde et l'évolution des conditions. Ces décisions mineures sont-elles le signe de quelque chose de bien plus ancré, quelque chose qui ne peut être changé par un simple avertissement? Restez avec nous, une tendance qui ne voulait pas disparaître. L'accent n'était pas uniquement mis sur les développements récents alors que la crise de Marsh Farm continuait de susciter un intérêt modéré. On a commencé à remonter le temps vers des histoires passées qui avaient été mises au jour sur une longue période. Ce qui est apparu était bien plus structuré qu'un simple ensemble de déclarations disparates, une tendance qui persistait au fil du temps d'un rôle à l'autre, et parmi des personnes ayant été confrontées au même environnement à divers titres. Il était courant de demander à d'anciens employés ayant servi dans les maisons royales de parler de leurs expériences. La plupart du temps, leurs réponses suivaient un rythme cohérent et reconnaissable. Ils évoquaient la structure rigoureuse qui caractérise la vie au sein de l'institution, les longues heures de travail et la discipline. Parallèlement, ils mettaient souvent l'accent sur le respect mutuel et le professionnalisme qui permettaient au système de fonctionner sous une pression constante. Cependant, ce rythme avait tendance à changer lorsque le sujet du prince Andrew était abordé. Dickie Arbiter, qui fut le secrétaire de presse de la défunte reine pendant plus de 10 ans, en a fourni l'un des meilleurs exemples. Lorsqu'il parlait des membres de la famille royale Arbiter, était réputé pour son calme et le choix mûrement réfléchi de ses mots. Ses réflexions sur le roi Charles III mettèrent l'accent sur la persévérance et l'engagement. Il dépeignait une personne dévouée à son travail et travaillant souvent toute la nuit. En repensant à la princesse Diana Arbiter, soulignait des exemples de prévenance et de générosité, comme une fête d'anniversaire qu'elle avait organisée mettant en avant une chaleur humaine qui avait laissé une empreinte durable. Mais lorsque Arbiter mentionnait Andrew, le ton changeait d'une manière difficile à ignorer. Dans une interview accordée au magazine Eye, il l'a qualifié de prétentieux et de privilégié. La franchise et le poids de ses déclarations découlaient d'années d'observation plutôt que d'un simple incident. Elle n'était pas présentée comme une réaction émotionnelle, mais comme une évaluation réfléchie de la part d'une personne qui avait été suffisamment proche pour observer son comportement au fil du temps. L'histoire de Di Davies, qui a supervisé la protection royale dans les années 1990, suivait un schéma similaire. Davis avait travaillé dans des environnements où la précision était cruciale et où la pression était constante. Dans le cadre de son travail, il interagissait régulièrement avec des membres éminents de la famille royale, souvent dans des circonstances où la coopération et une communication efficace étaient essentielles. Son ton était posé et courtois lorsqu'il parlait de la majorité des membres de la famille. Il évoquait le professionnalisme, la courtoisie et la conscience des exigences imposées aux personnes de leur entourage immédiat. Cependant, le ton changeait du tout au tout dès qu'il était question d'Andrew. En contraste frappant avec ses observations par ailleurs équilibrées, Davis le décrivait comme impoli et méprisant. Ces témoignages se distinguent non seulement par ce qui y est dit, mais aussi par leur similitude. Ces personnes se sont exprimées à des moments différents, avaient des fonctions distinctes et provenaient de milieux différents. Cependant, il existait des similitudes entre leurs descriptions qui suggéraient plus qu'une simple coïncidence. Ni une seule voix, ni une seule expérience n'étaient nécessaires pour que ce schéma se dessine. C'est la répétition qui a conduit à son émergence. Il est difficile d'écarter ce sentiment de continuité lorsque l'on compare ces observations historiques à la situation actuelle à Marsh Farm. Les problèmes actuellement soulevés ne sont pas isolés. Ils renvoient genre à quelque chose qui a déjà été discuté, quelque chose qui a persisté sous la surface et qui est actuellement réexaminé. Des récits historiques aux tensions actuelles via Marsh Farm, des schémas auparavant considérés comme des incidents isolés s'imbriquent désormais avec une précision alarmante. Ces inquiétudes récurrentes indiquent-elles un problème plus grave lié au comportement d'Andrew, ou cette convergence n'est-elle qu'une coïncidence qui a atteint un point de rupture en raison d'une surveillance accrue?
Examinons les détails. Là où les gens commencent à se sentir accablés par les attentes. L'attention s'est déplacée vers quelque chose de plus immédiat et de bien plus difficile à décrire à mesure que ces récits antérieurs gagnaient en précision. Cela ne se limitait plus à ce dont on se souvenait d'expériences passées ou à ce qui avait été mentionné lors d'entretiens. Il s'agissait désormais de la manière dont ces schémas persistaient dans les interactions quotidiennes, le ton, la posture et les conversations discrètes qui attirent rarement l'attention du grand public mais influencent subtilement leur entourage. La structure est cruciale dans les maisons royales. Chaque activité est liée à un système qui exige de la précision, chaque poste est bien défini et chaque tâche est attribuée avec soin. Les employés travaillent parfois de longues heures sous une pression constante et à un rythme qui ne ralentit pratiquement jamais. La cohérence est de mise et les normes sont élevées. Cependant, il existe également une entente tacite selon laquelle le respect doit prévaloir au sein de ce cadre rigoureux. De nombreuses personnes ayant travaillé dans de tels environnements ont déclaré que l'équilibre est crucial tant pour la productivité que pour la stabilité dans une situation où la pression ne disparaît jamais complètement. Les inquiétudes concernant le prince Andrew prennent un aspect plus humain dans ce contexte. Le problème ne s'articule pas autour d'un cas unique et bien défini pouvant être isolé et expliqué. Il se développe plutôt à travers des schémas d'interaction. Cela se manifeste dans la manière dont les instructions sont données, les attentes communiquées et les réponses obtenues. Le ton occupe le devant de la scène. L'impact d'une déclaration peut parfois être égal, voire supérieur à celui des mots eux-mêmes. D'après des rapports et des descriptions de longue date, ces interactions ont pu occasionnellement être source de stress pour les personnes concernées. En plus d'être élevées, les attentes étaient également perçues comme rigides ou difficiles à satisfaire. Cette dimension supplémentaire pouvait progressivement modifier l'environnement des employés qui travaillent déjà dans un système exigeant. Ce qui était autrefois réglementé et organisé pouvait commencer à sembler inconfortable et imprévisible. Bien que cela ne soit pas immédiatement apparent de l'extérieur, cela était perceptible dans de tels contextes à travers de subtils changements dans les réponses, le comportement et le déroulement des conversations. Comparé aux expériences rapportées avec d'autres membres éminents de la famille royale, cela devient encore plus évident. Les anciens employés se souviennent souvent de personnalités telles que la princesse Diana et le roi Charles III comme étant attentionnés malgré des circonstances similaires. On disait d'eux qu'ils interagissaient que de manière mesurée, parfois exigeante, tout en restant attentifs à leur environnement. Bien que ce contraste ne simplifie pas la situation, il met en évidence des variations de comportement dans un cadre commun. À mesure que ces éléments s'assemblent, l'accent se déplace des récits largement relayés vers quelque chose de plus discret, mais non moins significatif. Il commence à se concentrer davantage sur l'expérience interne et moins sur la perception externe. Le genre d'expérience qui, au fil du temps, influence la façon dont les gens perçoivent leur rôle, réagissent aux instructions et s'acquittent de leurs tâches. De cette manière, le problème n'est plus abstrait ni lointain. Il est instantané, fondé sur l'interaction humaine et intimement lié à l'environnement familial. Et lorsque cette atmosphère change, ne serait-ce que légèrement, elle commence à affecter tout ce qui se trouve dans son voisinage immédiat des interactions les plus infimes au sentiment plus général de stabilité qui maintient l'ensemble du système. Et si l'angoisse silencieuse qui influence chaque rencontre, à l'intérieur des murs royaux, était la véritable histoire plutôt que les gros titres, le comportement change-t-il lorsque les rôles évoluent et que le pouvoir diminue, ou cela révèle-t-il subtilement quelque chose de bien plus tenace en dessous? Résolvons l'énigme d'un rôle qui n'est plus aussi puissant. Une autre réalité a commencé à émerger à mesure que l'importance accordée au contact quotidien et à l'environnement interne grandissait, une réalité inextricablement liée à tout ce qui se passait en coulisses. La place du prince Andrew dans la hiérarchie royale a déjà subi une transformation significative. Il ne s'agissait ni d'un moment charnière unique, ni d'un déclin brutal. C'était un changement lent, qui s'est opéré au fil du temps, modifiant subtilement mais progressivement la façon dont il était perçu, dont il évoluait au sein de l'organisation et l'étendue de son influence réelle. Il n'était plus un membre de la famille royale en fonction. Ses titres militaires et ses patronages lui avaient été retirés, tout comme les responsabilités qui définissaient auparavant sa position dans la vie publique. Ces pertes n'étaient pas symboliques. Elles constituaient un retrait flagrant des fonctions officielles qu'il avait auparavant placées au premier plan des affaires royales. Ce changement est survenu à la suite des répercussions plus larges de son affiliation avec Jeffrey Epstein, une affaire qui a fait l'objet d'une enquête approfondie et a altéré la perception dont il faisait l'objet tant au sein de l'organisation qu'à l'extérieur. Même s'il a nié toute malversation et que certains aspects restent contestés, l'impact sur ses fonctions a été clair et durable.
Ce qui lui restait était un rôle bien plus restreint et réglementé. Il occupe actuellement ce poste dans le cadre d'un arrangement privé plutôt qu'à titre officiel. Il vit toujours au domaine de Sandringham où le roi Charles III lui a accordé un soutien financier pour maintenir une certaine stabilité. Cependant, l'indépendance et l'assurance qui accompagnaient son poste antérieur ne sont plus présentes dans ce soutien. Celui-ci est conditionné, structuré et plus étroitement lié à des attentes qui font actuellement l'objet d'une surveillance. À ce stade, l'équilibre de la situation devient de plus en plus précaire. Il est désormais entouré d'un cadre de dépendance plutôt que d'autorité. Des décisions autrefois incontestables sont désormais influencées par des limites, une surveillance étroite et la prise de conscience croissante qu'il y a moins de marge d'erreur. Le changement au sein du domaine, l'avertissement précoce et l'attention accrue portée au comportement sont tous des événements liés. Ils renforcent une réalité déjà établie en s'inscrivant dans ce même système. Ce changement confère une importance accrue aux moindres détails pour les personnes qui y prêtent une attention particulière. Bien qu'elle soit toujours disponible, l'aide financière est généralement reconnue comme ayant ses limites. Cette impression n'est que renforcée par les témoignages d'agacement face aux demandes incessantes et aux dépenses supplémentaires. Cela implique que la patience est limitée et que la flexibilité qui était auparavant accordée pourrait ne plus être applicable. Il semble y avoir moins de marge de négociation, celle-ci est plus clairement définie et dépend de plus en plus de la manière dont les événements futurs seront gérés. Dans cette situation, le problème dépasse la simple question de réputation ou d'actions isolées. Il évolue vers quelque chose de plus complexe, façonné par l'interaction entre les tendances historiques, les comportements actuels et un rôle qui a déjà été considérablement réduit. De nos jours, chaque choix a des répercussions qui lui sont propres et qui reflètent non seulement la situation immédiate, mais aussi le point de vue à partir duquel il a été fait. À mesure que la patience s'amenuise et que les contraintes financières se resserrent, chaque détail a désormais un impact. La véritable question se pose alors que les attentes diminuent et que la surveillance s'intensifie à huis clos. S'agit-il d'un tournant dans la vie d'Andrew ou simplement de la poursuite silencieuse d'un schéma qu'aucun avertissement ne peut vraiment arrêter? Accrochez-vous. Le genre de pression qui fait rarement la une des journaux. Le scénario a commencé à s'installer dans un climat plus calme mais beaucoup plus contrôlé à mesure que les limites de sa position actuelle devenaient plus évidentes. Les apparitions publiques et les responsabilités gouvernementales n'étaient plus les principales sources d'intérêt pour le prince Andrew. Son intérêt résidait plutôt dans un environnement plus contraint, façonné par des choix internes, une observation attentive et un effort constant pour contrôler la façon dont les choses évoluaient en coulisses. Toutes les réactions ne sont pas visibles au sein de la hiérarchie royale. La volonté de maintenir la stabilité et la réputation est à l'origine de certains des changements les plus importants qui se produisent à huis clos. Dans ce cas précis, aucune parole ni annonce directe n'a été utilisée pour exercer une pression. Elle s'est exercée discrètement à travers des limites des attentes et une prise de conscience croissante que les actions étaient observées plus attentivement qu'auparavant. Ce type de pression a un poids certain. Elle ne dépend pas de l'opinion publique ni de la couverture médiatique. Elle fonctionne plutôt par le contrôle. Le maintien de l'équilibre au sein de l'institution est un objectif plus large qui influence les décisions concernant les interactions quotidiennes, les conditions de vie et l'aide financière. Chaque élément est soigneusement pris en compte non seulement pour ses effets immédiats, mais aussi pour son impact sur la façon dont la monarchie est perçue en général. Cet équilibre délicat est particulièrement important pour le roi Charles III. La responsabilité est à la fois institutionnelle et personnelle. Chaque geste doit faire preuve d'une cohérence suffisante pour préserver la réputation globale de la famille royale. Cela implique que même les affaires privées peuvent avoir des effets à long terme. En conséquence, la stratégie reste méthodique et réfléchie. Parallèlement, on a le sentiment que la surveillance s'est intensifiée. Selon certaines informations, les gens accordent davantage d'attention aux rencontres, en particulier celles impliquant des employés, d'une manière qui garantit que les attentes sont reconnues et respectées plutôt que de manière conflictuelle. Cela représente un changement, il ne s'agit plus de réagir aux problèmes après coup, mais de les surveiller dès leur apparition. C'est la manière dont tous ces éléments s'articulent aujourd'hui qui rend ce moment unique. Les témoignages de longue date d'anciens employés, l'avertissement précoce, le déménagement au domaine de Sandringham et l'inquiétude croissante concernant les coûts ne sont plus des fils distincts. Ils s'assemblent pour former un problème unique et interconnecté qui est traité avec plus de prudence. De cette manière, l'accent n'est plus mis sur un choix isolé, un rapport isolé ou un incident isolé pouvant être minimisé. Les choses ont bien évolué depuis. Ce qui se passe actuellement revêt une signification plus profonde façonnée par une succession d'événements qui semblent liés plutôt que distincts. Chaque petit détail, chaque réaction et chaque petit changement semble laisser entrevoir quelque chose de plus important qui se prépare en arrière-plan. Il reste une question plus générale et urgente au cœur du problème. Les schémas identifiés au fil du temps se poursuivent-ils simplement sous une forme différente? Ou y a-t-il quelque chose d'unique dans ce moment qui pourrait enfin conduire à un changement?
Ce qui va se passer ensuite et la manière dont les personnes concernées décideront de réagir détiennent la clé de la solution et non ce qui s'est déjà produit. Qu'en pensez-vous alors? Le comportement d'Andrew finira-t-il par changer à la suite de cet avertissement privé? Ou cette pression modérée n'est-elle qu'une nouvelle phase d'un schéma immuable? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager.